Bonjour à tous, voici les titres du journal de cette semaine. Pour l'actualité internationale, les élections en Pologne et les punaises de lit en France. Pour l'actualité belge, 448 et une activité scientifique. L'information environnementale sur le glyphosate. En sport, Eden Hazard et les Diables Rouges, puis la Mini Transat. Une info insolite, la plus grosse citrouille du monde. Ce dimanche 15 octobre ont eu lieu les élections législatives en Pologne. Elles ont connu un taux de participation exceptionnellement élevé, 72,9%, et ce sont les partis de l'opposition pro-européenne qui les ont remportées. Ces dernières années, le gouvernement ultra-conservateur polonais du Parti droit et justice PiS avait laissé les relations avec l'Europe se détériorer au point que les subsides européens ont été supprimés. Les trois partis d'opposition, la coalition civique KO, les chrétiens démocrates de la Troisième Voie et la gauche ont remporté ensemble 248 sièges contre 212 sièges pour le PiS et la Confédération d'extrême droite réunie. Ils pourront donc former un gouvernement à condition de s'entendre. Âgé de 66 ans, le président de KO, Donald Tusk, a été Premier ministre polonais entre 2007 et 2014 et le président du Conseil européen entre 2014 et 2019. Il a promis de rétablir de bonnes relations avec l'Union européenne et de débloquer les fonds européens gelés par Bruxelles. Donald Tusk a également promis de libéraliser le droit à l'avortement, les défenseurs du mariage homosexuel et des droits des communautés LGBT espèrent eux aussi une évolution de la législation. C'est donc une victoire de la démocratie en Pologne. En France, où elles font la une des médias depuis plusieurs semaines, les punaises de lit semblent s'être immiscées dans tous les lieux du quotidien, de la salle de cinéma au métro ou au bus, en passant par les hôtels. Elles engendrent à Paris, à un an des Jeux Olympiques, une véritable psychose parmi les organisateurs. Cela s'explique car dans les endroits où une telle contamination est observée, il est très difficile de s'en débarrasser. Les punaises sont visibles à l'œil nu. Elles sont de couleur brun-rouge, de forme ovale et ont de 4 à 7 cm de longueur. Elles ne volent pas, ne sautent pas et se déplacent à la vitesse d'une fourmi. Il ne faut pas les confondre avec une autre type de punaise, celle du pin, plus grande et plus foncée que les punaises de lit, qui volent et s'attaquent aux plantes mais ne piquent pas l'homme. Alors la vague de punaises de lit va-t-elle traverser la frontière belge? Dans les laboratoires de Jean Blou, les entomologistes la connaissent bien. C'est un parasite de l'homme. Il le pique mais n'est pas vecteur de maladie. Tout le monde peut en avoir. En France, la population de punaises de lit doublerait tous les 5 ans et toucherait près de 11% des foyers. Chez nous, c'est difficile à dire. Il n'y a pas de chiffres officiels. Nous n'avons pas de réseau de surveillance ni de recensement systématique de ces nuisibles. Depuis plus de 65 ans, CAP 48 sensibilise et récolte des dons pour financer ses projets, qui travaillent pour une meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté. De nombreuses associations accompagnent ces jeunes pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société, en particulier au moment de devenir des adultes autonomes. En Belgique, 15% de la population est en situation de handicap et 80% des handicaps arrivent en cours de vie. De nombreuses familles se sont encore en grande difficulté dans leur quotidien. Le handicap reste toujours la deuxième cause de discrimination en Belgique. Même si de nombreux projets existent, si les mentalités évoluent et si l'accès au travail, au sport, à la culture s'améliore, ces projets ont besoin de soutien financier pour continuer à exister.
Toute la semaine se sont déroulées les opérations de CAP 48, comme la vente de leurs fameux post-it. Elles se sont conclues dimanche soir par un grand gala télévisé dont l'objectif était de récolter un maximum de dons de la part des téléspectateurs. Cet objectif a été largement atteint puisque la somme de 8 205 540 € a été récoltée. La science dans tous ses états. À Bruxelles s'est tenu le festival I Love Science du 13 au 15 octobre 2023, consacré comme chaque année aux sciences et aux technologies. On y propose des expériences, des laboratoires, des animations, des ateliers et des expositions pour se plonger dans l'univers des sciences et technologies, notamment l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'espace ou le codage. L'objectif est d'apprendre en s'amusant de 7 à 77 ans, famille, groupe ou école, tout le monde est le bienvenu et c'est gratuit. Le glyphosate est un herbicide redoutablement efficace. Il est le seul à agir sur toutes les plantes, même les plus tenaces. Il est également facile d'emploi et comme son brevet est passé dans le domaine public en 2000, il est très bon marché. Il n'est donc pas étonnant, avec cette caractéristique, que le glyphosate se soit progressivement imposé comme un produit indispensable dans l'agriculture, avec 800 000 tonnes répandues chaque année dans le monde. Pourtant, le glyphosate a aussi ses détracteurs, en cause une image rattachée à celle de son créateur, le groupe américain Monsanto, à l'histoire émaillée de scandales, mais surtout de incertitudes sur la dangerosité de cette substance. Cette dernière question divise les agences réglementaires et les sites scientifiques depuis près d'une décennie. En effet, le glyphosate est considéré comme un cancérogène probablement par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 2015. À l'inverse, les agences sanitaires européennes estiment que le désherbant n'est ni cancérigène ni mutagène. Mais les 27 ont échoué à s'entendre ce vendredi 13 octobre sur la proposition de reconduire pour 10 ans l'autorisation de glyphosate, ce qui conduira à un nouveau vote en novembre sur le sort de l'herbicide controversé. Passons aux informations sportives. Eden Hazard a annoncé ce mardi 10 octobre mettre fin à sa carrière à l'âge de 32 ans. Arrivé chez les Diables Rouges en 2008, il avait alors 17 ans. Eden Hazard a disputé 126 rencontres avec cette équipe. Au total, il a marqué 33 buts et réalisé 36 passes décisives. Son dernier match avec l'équipe belge était le 1er décembre 2022 contre la Croatie 0-0. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, c'est celui qui l'a décidé à quitter l'équipe belge. Né à la Louvière, il a fait ses débuts au club de Lille en France et est ensuite parti pour le club anglais de Chelsea, où il a joué entre 2012 et 2019. Et enfin, il a rejoint le club du Real Madrid. Sans club depuis la fin de son aventure au Real Madrid cet été, Hazard ne semblait pas particulièrement actif pour se trouver une nouvelle équipe, de quoi laisser penser à une fin de carrière, ce qui s'est finalement avéré. De leur côté, les Diables Rouges se sont imposés vendredi soir 2-3 à Vienne face à l'Autriche pour leur 6e match de qualification dans le groupe F. Ils se sont ainsi qualifiés pour l'Euro 2024 avec 2 rencontres d'avance. Lors de la Mini Transat 2023, le Belge Michael Jean Debien est arrivé vainqueur de la première étape. La Mini Transat est une course de voilier qui démarre en France, au Sable d'Olonne, avec une escale aux Canaries et une arrivée à Saint-François en Guadeloupe. Cette traversée de l'océan Atlantique se réalise en solitaire, sans routage météo par satellite ni contact avec la Terre. À 15h, tous les participants de la course allument leur poste de radio sur lequel le directeur de la course décrit la météo,
d'après un code sur lequel ils se sont tous mis d'accord. Ils ont 1 heure de diffusion. Michael Gendebien est le concurrent qui est arrivé le premier à la première étape. Il a mis 9 jours et 21h52 pour la boucler à une moyenne de 5,68 nœuds. Naviguer sur un bateau long de 6,50 m est un véritable défi. Comme le bateau est assez bas sur l'eau, les vagues entrent vite et il faut passer entre 7 et 10 jours sur un bateau. Ça mouille beaucoup. C'est très contraignant et difficile pour le corps. À l'intérieur du voilier, il n'y a pas d'aménagement, c'est presque une coque vide pour qu'il soit le plus léger possible. C'est pourquoi Michael dort sur un pouf à billes. Il mange en mode camping avec un réchaud et de la nourriture lyophilisée et sous vide. Il faut bien ranger les choses. Il n'a pas le droit à l'erreur. Si le briquet tombe à l'eau, pour sa toilette, il utilise un seau d'eau de mer car il n'a pas de désalisateur. Au fur et à mesure que les jours de la course défilent, il arrive à recalculer son besoin en eau et il se sert de l'eau douce en trop pour se la verser sur la tête. Il a ainsi pris une douche sur les 10 jours de traversée. Pour la navigation, il a 7 voiles auxquelles il doit penser tout le temps. Il doit sans cesse choisir la bonne selon la direction et la force du vent. Les concurrents ont un GPS sans fond de carte, quelques compas et des cartes marines en papier, suivant les règles de l'association qui organise la navigation. Ils voient juste leurs coordonnées, c'est-à-dire la latitude et la longitude. C'est une façon de vivre un retour en base de la navigation. Ils tentent de vivre les sensations les plus authentiques possibles au travers de cet exercice. Aucune autre course de voile ne le fait. Comme Michael l'explique, le plus éprouvant c'est d'être en solitaire et d'être le plus possible réveillé. Dès qu'il est fatigué, il essaie d'écouter son corps et de dormir. Il fait des siestes entre 1/4 d'heure et 3/4 d'heure maximum d'affilée. Cela lui permet d'être alerté pour gérer les voiles, la sécurité et les croisements avec les autres bateaux. Mais à la fin de la course, il était très fatigué et il se repose donc pour repartir en forme le 28 octobre. Pour la seconde partie de la course, il faut traverser l'océan jusqu'en Guadeloupe, dans les Caraïbes. Michael Gendebien a quelques heures d'avance sur ses poursuivants, ce qui lui permet de partir avec un état d'esprit positif. Son objectif est d'arriver à Saint-François avec un bon classement pour garder le résultat. Les difficultés lors de la traversée de l'Atlantique seront le vent de dos, les alizés, les grains, les gros nuages formés par la chaleur qui peuvent amener beaucoup de pluie et de rafales. Et puis il aura les sargasses, de longues algues brunes qui ont beaucoup proliféré ces dernières années et qui forment parfois jusqu'à des terrains de foot entiers à la surface de l'eau. Malgré toutes ces difficultés, souhaitons-lui une bonne traversée. Terminons ce journal avec une petite information insolite. La plus grosse citrouille du monde. Une citrouille gigantesque de plus de 1247 kg a battu en Californie le record de la plus grosse cucurbitacée au monde, permettant à son cultivateur d'empocher un prix de 30 000 $, donc 28 000 €. Vêtu d'un t-shirt orange pour l'occasion, Travis Ginger, le cultivateur de cet énorme potiron, a levé les bras en signe de triomphe au moment de la pesée. Tandis que des amplis faisaient résonner We Are the Champions du groupe Queen en fond, la citrouille de Travis Ginger a devancé sa concurrente la plus proche de plus de 110 kg. Le précédent record du monde avait été établi en 2021 en Italie avec 1226 kg. C'est ici que se termine le journal de Célia. Je vous souhaite une excellente journée.